institutionnelle, mais aussi vraiment politique, il y a des efforts pour maintenir les cultures en place. Si on ne fait pas d'efforts, elles se morcellent, elles se désagrègent. Donc les cultures sont des objets de soins. Et les politiques culturelles, ce qu'on appelle les politiques culturelles, sont là pour les maintenir en santé et en vitalité, sans quoi elles disparaissent, elles s'effritent, elles se dégénèrent, elles deviennent un peu le fantôme d'elles-mêmes ou le masque d'elles-mêmes ou parfois la caricature d'elles-mêmes. On le voit bien avec toutes sortes de cultures qui sont en train de s'imiter elles-mêmes pour, y compris une grosse partie de notre culture du terroir, qui est quand même une espèce de mascarade, je trouve, de mon point de vue, qui est une culture un peu caricaturale, destinée à rejouer un passé qui a complètement disparu dans des conditions très artificielles. Donc comment est-ce qu'on évite ça? Comment est-ce qu'on évite la culture mascarade et comment est-ce qu'on évite en même temps d'abandonner les cultures elles-mêmes de telle manière qu'elles elles peuvent être détruites par une culture plus dominante ou plus majoritaire ou plus répandue ou plus forte ou plus prédatrice, etc., etc. Donc ça nous ramène à la question de que peut la politique pour la culture. Enfin, je dis les politiques au sens très général. Nous, on fait de la politique, on fait une politique culturelle. Je pense que ça, c'est important de ne pas situer la politique culturelle dans le ministère de la Culture, ou dans les institutions territoriales qui s'occupent de management culturel, au sens où à partir du moment où on s'occupe de penser et de sauvegarder les conditions d'une vitalité culturelle, on fait de la politique. Je pense que la politique, ça sert à ça, si vous voulez. Bien sûr, c'est des formes de gouvernement, je dirais pas la politique au sens des partis ou au sens des rotations de magistrature ou des élections, mais la politique au sens du gouvernement, l'art de se gouverner, de créer des systèmes de gouvernement qui soient adaptés à l'objet culture. Alors pour comprendre, c'était surtout de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a cette finalité qui serait peut-être en vue. En tout cas, il faudrait que les gens ici s'expriment sur cette question-là. Est-ce qu'effectivement, il y a un enjeu culturel? Qu'est-ce que ça représente pour eux, les compétences culturelles ou les pratiques culturelles qui sont les leurs? Comment se situent-ils par rapport au passé et comment se projettent-ils dans l'avenir de telle manière qu'ils ne soient pas dissous dans un grand tout qui serait l'universel, ou la culture majoritaire. Donc je pense que là, il y aura peut-être à faire comme une enquête, en fait, ce que je suggérais, de voir quelles sont les attentes culturelles des gens, au sens très large. Alors après, il faut s'entendre sur ce que c'est que la culture. La politique, je laisse de côté, mais les cultures, par contre, le mot culture, c'était ça que je voulais parler. Le mot culture, alors je me souviens d'un anthropologue qui a listé quelque chose comme 120 significations différentes du mot culture. Bon, c'est un anglo-saxon, un américain en l'occurrence. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des significations, j'en serais bien incapable d'ailleurs de faire la liste de toutes de tous les sens du mot culture. Mais disons, en tout cas pour ma propre pratique, disons, sur le terrain et dans les écrits, j'ai pu distinguer 4 sens qui me semblent assez dominants ou en tout cas assez fédérateurs de nombreux autres sens et sous-sens. Alors je vais vous les dire pour que on sache aussi quoi choisir. Enfin, d'une certaine façon, quand on dit culture, à quoi est-ce qu'on pense? À quoi est-ce qu'on associe ce mot? Et donc, je veux dire, si on prend historiquement, disons, la culture n'est pensée qu'à partir du moment où il y a soit un programme culturel, un programme d'expansion culturelle ou de domination culturelle, soit à partir du moment où on constate que ce à quoi on tenait, on parlait des mœurs, des traditions, des habitudes, ce à quoi on tient en train de s'effacer, ou est devenu malade en quelque sorte. Il en va de même la culture est quelque chose dont vous réalisez la présence à partir du moment où c'est un ensemble d'habitudes en danger. Par exemple, vous n'avez pas parlé de culture à propos du fait de marcher, pourtant on marche très différemment d'une civilisation à l'autre. On ne parle pas de culture à propos de l'accouchement, alors que maintenant on sait qu'on accouche. Enfin, je veux dire, l'accouchement, comme disait le Mauss, le fait de marcher, le fait de manger, ce sont des actes culturels. Mais quand c'est complètement intégré, en quelque sorte, dans nos habitudes, on n'aperçoit pas la dimension culturelle, on croit que c'est naturel. C'est-à-dire, on croit que c'est pas la même chose pour tout le monde, en gros. Ça veut dire qu'on ne le conscientise pas, on ne l'objective pas.
Donc il y a une apparition des notions de culture, si vous voulez, dans leur polysémie, au moment où les cultures disparaissent, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, en gros. Auparavant, on ne parle pas vraiment de culture. Alors, donc je me situe à peu près à ce moment-là pour distinguer plusieurs sens du mot culture. Le premier, c'est la civilisation avec un grand C. C'est un mot qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Hein, auparavant, on n'a pas parlé de ça. Et la civilisation avec un grand C, c'est en gros l'épanouissement complet des facultés humaines réputées universelles. C'est un programme qu'on va associer à l'idée de progrès d'ailleurs. Et qui serait, qu'on a beaucoup aussi associé à l'idée des Lumières, qui signifierait en gros que l'humanité progresse régulièrement vers un stade d'égalité, de liberté, de fraternité, jusqu'à justement l'épanouissement total de ces virtualités. Donc vous avez cette dimension-là. Alors évidemment, il y a la civilisation qui est un idéal, et par rapport à la civilisation, il y a des primitifs ou des formes plus ou moins développées de société qui vont être classées en fonction de leur prétendu stade de développement. Donc ça, c'est la civilisation. Ça a été quand même une des justifications de la colonisation. Alors pour une autre raison que je dirai tout à l'heure. Après, vous avez un deuxième sens qui est aussi très présent dans la littérature romantique, c'est l'idée de Bildung, de formation personnelle. Ça, c'est la culture au sens germanique du terme. Enfin, il y a plusieurs sens, en allemand, il y a plusieurs mots, mais cette idée de formation personnelle, l'idée qu'en gros, se cultiver, c'est développer son moi authentique en quelque sorte, en participant de manière assez symbiotique aux réalisations les plus extraordinaires de notre culture ou de notre nature. Et c'est par exemple chez Humboldt, c'est très développé, c'est cette idée que, en gros, il s'agit de s'épanouir chez Nietzsche aussi, c'est très présent plus tardivement, mais l'idée, qu'on a un moi en quelque sorte intègre et authentique dans la mesure où on le développe via une espèce de roman de formation. Voilà. Donc, en gros, là, c'est un sens du mot culture où plus on est libre, mieux ça vaut. Ce n'est pas du tout le cas de la civilisation. La civilisation, si vous voulez, aboutit à une forme de régime politique qui est l'État territorial national. C'est très particulier. Alors que, je dirais, l'idée de culture comme autodéveloppement libre, ça a donné le libéralisme. Alors, pour toutes sortes de raisons que je laisse de côté, parce que là, c'est vraiment très long. Mais par exemple, chez Humboldt, c'est très clair que le développement personnel est quelque chose qui se passe d'autant mieux que l'État n'intervient pas, d'où la liberté de conscience, d'où la liberté de croyance, d'où les libertés fondamentales de l'homme et du citoyen qui vont être inclus dans un programme libéral qui va se mélanger avec un programme nationaliste aussi. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Après, vous avez un troisième sens qui va émerger avec, non pas Darwin, un peu plus tard, donc Darwin c'est 1840, le traité de l'évolution des espèces, mais avec un évolutionnisme issu de Darwin et transformé, ajusté à l'homme, notamment avec des auteurs comme Spengler ou surtout comme Spencer. Et là, la civilisation, disons que culture signifie civilisation, mais une civilisation qui serait la résultante d'un mouvement nécessaire de la nature et d'un processus qui avance suivant un axe temporel et aussi géographique bien précis. En l'occurrence, le modèle, c'est l'idée d'évolution des espèces. Et donc l'espèce humaine viendrait d'un seul être originel, et se diversifierait plus ou moins rapidement en passant par des stades déterminés d'avance, notamment, ça vous les connaissez sans doute, le stade de la sauvagerie, le stade de la barbarie et finalement le stade de la civilisation. Avec l'idée, très présente aussi par exemple dans le socialisme scientifique, l'idée que de Lénine ou de Staline, l'idée que finalement cette marche elle est nécessaire. On peut pas, c'est présent chez les Lévi-Strauss aussi,
C'est présent chez Durkheim. Alors, au départ, vous aviez l'indistinction des sexes, vous aviez l'indistinction des races, tout est dans tout, c'est l'être hermaphrodite à la limite. Puis peu à peu, les hommes se diversifient, ils ont des couleurs différentes, des sexes différents, et chaque type correspond à un stade d'évolution culturelle. D'où la craniologie, la phrénologie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces sciences qui ont occupé des milliers de gens et rempli des milliers d'ouvrages, où on mesure la capacité crânienne, la distance qui sépare le début du nez, de l'arcade sourcilière, enfin des trucs de fou. Et tout ça pour établir que justement il y a des différences physiques et que ces différences physiques expriment des stades d'évolution culturelle. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ça c'est je vais très vite, mais c'est le fondement du racisme, enfin du racialisme d'abord et puis du racisme. Vous avez l'idée, même chez Durkheim, que les femmes elles ont une capacité crânienne moins développée que les hommes parce qu'elles sont moins évoluées que les hommes. Hein. Donc chez Durkheim c'est présent. Vous avez ces idées chez à peu près tous les penseurs qui ont fondé nos sciences sociales. Je veux dire, nos sciences sociales sont fondées sur l'évolutionnisme. Pareil sur l'inégalité des races. Parce que les Noirs, ils sont noirs parce que au début, on était tous noirs et puis finalement, ils sont plus proches de l'origine. Mais nous, on est devenus blancs parce qu'on exprime un nouveau stade d'évolution culturelle qui est la civilisation, avec à l'intérieur de la civilisation différents stades, etc. C'est chez Auguste Comte. Hein. Donc en fait, il y a plein de penseurs qui ont été vraiment les théoriciens du racisme. Enfin, du racisme ou du racialisme et de l'évolutionnisme au sens où, finalement, c'est notre nature raciale qui détermine notre stade d'évolution culturelle et qui l'exprime en même temps. Donc il y a une inégalité des cultures, forcément. Donc on voit bien quel biais va prendre la colonisation qui se réclame de cette vision de la culture. C'est-à-dire que là, on va justement prétendre accélérer le cours de la nature et de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, si on laisse les pauvres sauvages livrés à eux-mêmes, ils ne vont jamais s'en sortir. Ils n'avancent pas, ils n'ont pas d'histoire. Vous avez cette idée-là, parce que c'est une idée vraiment totalement fausse. Donc ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont jamais évolué, ils sont peut-être plus sauvages, mais enfin en tout cas ils sont barbares. Et donc on va leur apporter les évangiles, l'école, les bonnes mœurs, et du coup on va les faire sortir, on va les blanchir quoi. C'est exactement ça que ça veut dire. Et on a vraiment travaillé, fait des recherches pour blanchir les Noirs, pour qu'ils sortent de leur caractère primitif, avec l'idée que plus ils allaient se cultiver, moins ils seraient noirs, forcément. Bon, donc, d'où aussi d'ailleurs des pratiques d'eugénisme, des mariages arrangés, des enfants volés. Enfin, il y a eu vraiment énormément d'horreurs qui se sont arrêtées. Si tant est qu'elles se soient arrêtées il y a très peu de temps, c'est-à-dire dans les années 1980. Ça a duré très longtemps cette histoire. Donc là, vous voyez que cette notion de culture, évidemment, n'a rien à voir avec la démocratie, et en tout cas, au contraire, va aboutir aux politiques fascistes et génocidaires. Ce qui inclut, à partir du 19e siècle, bien sûr, aussi des politiques de destruction culturelle massive, qui sont des politiques vraiment destinées à supprimer les cultures lointaines, comme on dit aujourd'hui, ou les cultures autres, au profit d'une homogénéisation prétendument par le haut. Alors quand c'est pas de l'exploitation brutale, parce qu'il y a eu évidemment entre les Belges, les Anglais, les Hollandais, les Français, il y avait des philosophies de la colonisation assez différentes, mais les Français en tout cas étaient très amoureux de cette idée que coloniser, c'est apporter la culture aux primitifs et les aider, venir à leur secours pour les aider à évoluer parce qu'ils n'y parviennent pas. Donc, après, au XXe siècle, ça a donné des formes très exacerbées qui ne sont pas complètement différentes, je dirais qualitativement, de ce qui s'est passé antérieurement, mais qui en sont la suite logique, je dirais, avec des politiques génocidaires assumées, qui sont portés par des tas de pays aujourd'hui. Attention, c'est pas du tout derrière nous, c'est malheureusement même un programme qui est complètement devant nous, puisque énormément de pays croient en la supériorité naturelle de leur culture et de leur race, à commencer par les Russes. Enfin, ils ne sont pas les seuls, loin de là. Donc l'idée que
Donc voilà, que cette idée, encore une fois, elle n'est pas derrière nous, elle n'appartient pas au passé, elle pourrait nous jouer des sales tours dans l'avenir. Donc, enfin, tout ça pour dire que ces sens du mot culture, c'est important de les identifier, mais que, disons, une politique culturelle démocratique, une politique culturelle participative doit se tenir au maximum de distance de ce genre de croyances. Elle doit se tenir à distance de l'idée que, à partir du moment où un individu est livré à lui-même, il va pouvoir développer spontanément ses qualités enfouies. C'est faux. On voit bien que les êtres livrés à eux-mêmes ne se développent pas du tout, qu'ils souffrent de déficits culturels majeurs et que finalement ils n'arriveront jamais à ce que Kant appelait la majorité, ça c'est clair. Les enfants, bon, on le sait, il faut leur donner beaucoup pour qu'ils grandissent. Ça c'est une chose. C'est une politique qui va se tenir au maximum, enfin, à une grande distance de l'idée d'uniformisation par le haut, pour toutes sortes de raisons qui tiennent bien sûr au fait que la pluralité est intégrée dans l'idée même de démocratie. Même, disons, le peuple est un pluriel en démocratie. Et le peuple un est le peuple de la civilisation, un peu comme ça apparaît aussi chez Michelet, ou plus encore dans la droite française depuis Maurras. Le peuple un est un mythe, d'une part, ça ne décrit rien, et surtout c'est un idéal qui... d'uniformité qui est très problématique pour les raisons que j'avais dit hier. Et puis finalement, il doit évidemment, une politique culturelle démocratique n'a rien à voir non plus avec la culture au troisième sens du terme, à savoir cette culture de la masse, cette culture qui permettrait donc d'imposer via toutes sortes de biais, dont la propagande bien sûr, d'imposer aux masses un modèle culturel unique. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire finalement, c'est que nous on a besoin d'une autre notion de culture, et cette autre notion de culture, personnellement, moi je l'ai trouvée vraiment chez un certain nombre d'anthropologues du début du XXe siècle, qui sont assez peu traduits en français jusqu'à aujourd'hui. Si on accepte Marcel Mauss, bon, évidemment, qui est de langue française et qui a une pensée très démocratique de la culture. En revanche, les autres sont plutôt des anglo-saxons, je dirais. Malinowski, qui est polonais, mais qui a vécu en Angleterre. Franz Boas, qui est allemand, mais qui a vécu aux États-Unis. Édouard Sapir, qui est également allemand et qui a vécu aux États-Unis, etc., etc. Donc il y a toute une anthropologie. Après, il y a beaucoup d'héritiers. Et toute cette anthropologie, elle a pour objet, si je peux dire, les cultures des Indiens de la côte nord-ouest du Pacifique, en Amérique, enfin dans toutes les Amériques. Et c'est intéressant parce que justement, les Indiens sont des peuples extrêmement différents, avec des formes politiques extrêmement élaborées, qui ne sont pas étatiques ou étatistes ni territoriales, et dont les Américains Lincoln le reconnaissait, vont s'inspirer. Plus pour, disons, adapter leurs institutions au territoire dans lequel ils se trouvent. Et donc là, je vais arrêter là parce que c'est pas soit trop long, mais c'est la notion de culture qui émane de ce courant d'anthropologie est une notion qui permet d'associer l'individu et le commun, voilà, ou collectif si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté sans individu, mais il n'y a pas non plus d'individu sans la communauté. Et donc, on en revient à ce que je disais hier, à savoir de penser la culture comme un système de distribution des moyens ou des opportunités d'individuation, sachant que les individus ne vont pas se développer tout seuls. Et par ailleurs, de penser aussi les communautés constituées comme des organes de distribution. Et les individus comme étant pleinement intégrés dans les communautés dont ils se trouvent être les membres. Alors vous avez dans toutes les cultures des systèmes d'intégration. Il y a évidemment des systèmes d'exclusion, mais voilà, on est très, très frappé ou très omnubilé par les systèmes d'exclusion, mais on a des systèmes d'inclusion, d'intégration, bien sûr. C'est-à-dire là, on se comprend, etc. L'école fait partie de ces systèmes, il y en a beaucoup d'autres. Donc, vous avez des systèmes d'inclusion, des systèmes d'intégration, vous avez des systèmes d'exclusion aussi,
mais je les laisse de côté. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où un certain nombre, disons, l'un des associés est considéré comme un membre de la communauté, alors à ce moment-là, ils jouissent pleinement des moyens d'intégration qui lui permettent non seulement de fonctionner dans le groupe, mais éventuellement aussi de l'enrichir, de nouvelles opportunités, etc. Et là, c'est très clair dans les civilisations, même très très antiques, très anciennes, que c'est pris en charge. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que, après, si on ajuste au cas présent, ici, on va voir que, évidemment, il ne s'agit pas d'apporter la bonne parole ou d'apporter la culture d'ailleurs, des musées ou de je ne sais quoi. Non. Je pense que là, en l'occurrence, on peut avoir une fonction ou être, d'une part, en quelque sorte, des récipiendaires, des destinataires des cultures présentes ici, qui sont vivantes et qui vont nous changer aussi, qui vont nous transformer. On a à apprendre des gens ici. Et par ailleurs, à partir du moment où les gens communiquent sur ce qu'ils savent faire, ils développent un rapport à ce qu'ils valorisent, à ce qu'ils connaissent, qui est très différent. C'est-à-dire que ça devient transmissible. Et là, bon, après, c'est un autre sujet, c'est la question de l'enquête d'une certaine façon, mais clairement, le fait d'être en demande, comme un enfant peut être en demande du savoir de l'adulte, être en demande d'explications, être curieux, être ouvert, c'est déjà une manière un mode de reconstruction culturelle. Ça, c'est très clair. Mais par ailleurs, il y a aussi peut-être à apporter, je sais pas, des propositions concernant la revitalisation culturelle et l'échange sur place. Mais de toute façon, il ne peut pas s'agir d'apporter, encore une fois, un geste extérieur qui serait estampillé culturel par un ministère de la culture quelconque. Voilà, ça c'est vraiment très très important, je crois, de ne pas se situer dans cette tradition non participante, non participative. Bon, voilà, je m'arrête là, c'était assez long. Mais, merci. Merci. Moi, oui, juste une chose, je suis très heureux de l'idée que tu insistes sur cette idée d'enquête et de transmission, comment on fait en apportant des questions, en apportant des regards et des objets de curiosité, comment on sollicite une forme de transmission. Et je suis d'autant plus heureux de ça parce que j'ai commencé par une enquête et j'étais chez Joël et Claude, et tous les deux m'ont vraiment apporté beaucoup d'informations qui m'ont aidé à aller dans tel endroit, à rencontrer telle personne et à pouvoir comme ça petit à petit mailler, tisser des liens, mieux comprendre où et comment je pouvais... On passe au rythme d'adolescence, de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Dans toutes les civilisations, il y a une part qui est donnée à l'individu, qui est très très importante, y compris dans l'invention de son propre parcours. Par exemple, il y a des peuples où l'individu, l'enfant, le jeune, il est amené dans un endroit et il faut qu'il se débrouille. On ne va pas lui dire ce qu'il doit faire. Il faut qu'il se débrouille. Il doit ramener telle ou telle proie, par exemple, mais on ne va pas lui mettre des petites flèches et c'est pas une chasse au trésor, quoi. Il faut qu'il se débrouille, vraiment. C'est-à-dire qu'il doit bien inventer les moyens qui vont lui permettre de franchir les étapes. Enfin, c'est ça, c'est les questions d'initiation, c'est très progressif. Et c'est intéressant de penser aux cultures sous cette forme, pas forcément d'épreuve au sens physique du terme, qui met en danger votre vie, parce que souvent il y a quand même des dangers un peu vitaux, mais comme épreuve, en tout cas une épreuve. Et au cours de cette épreuve, il y a une transformation. Bien sûr. On voit bien les traditions, même dans toutes les civilisations, elles se transforment vite, aussi, comme les langues. Il y a des transformations qui viennent de toutes sortes d'innovations, puis aussi de syncrétisme d'ailleurs, de contact avec des cultures étrangères. Ce qui n'est pas du tout destructeur des cultures originales d'ailleurs.
qui est absolument, c'est très différent de la question de l'art, je pense, c'est différent. Et d'une certaine façon, on est là ici, mais en même temps, justement, on a toujours défendu le fait qu'on n'était pas colonialiste. On avait peur, en arrivant là, d'être dans une forme de campement un peu agressif, avec cette idée de qu'est-ce qu'on est censé apporter de mieux, mais en tout cas, qui aimerait avoir une importance particulière pour les gens qui habitent déjà sur place, qui ont déjà une culture spécifique. Et ça reste quelque chose de... au-delà de la question du partage, parce que bien sûr, on vient d'univers différents, on partage des choses, ça c'est évident, donc il y a ces jonctions de culture, mais est-ce qu'il y a autre chose en jeu, quoi, qui serait d'un ressort artistique? Et pour moi, c'est pas si évident, en fait, toutes ces choses-là. Mais ça, je comprends bien, mais ça, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une réponse non, je trouve que ça me renvoie à ces questions-là, en fait, en t'écoutant. À la limite, je pense que c'est vraiment là... que effectivement, les relations sociales peuvent être un matériau pour l'art. Elles ont été depuis longtemps, et pour toutes sortes d'artistes. Donc après, je pense qu'il y a des formes à monter, à authentifier, à identifier, à partager, mais c'est chacun parle pour soi, là, pour le coup. C'est pareil pour la philosophie, hein. Parce que Entre faire un bouquin et être là, c'est pas vraiment pareil, mais enfin en même temps... il ne faut pas oublier non plus que l'art est social. C'est une activité sociale, c'est pas une activité qui flotte au-dessus. Moi, il me semblait que dans les rencontres que j'ai pu avoir en amont, j'ai très vite compris aussi le lien commun qu'il pouvait y avoir entre aussi bien des écoles d'art que d'autres écoles, que des artistes, que des intermittents du spectacle, et ce qui se passait aussi en milieu rural, c'est-à-dire qu'il y a des formes de précarisation, d'incertitude et on peut dire par l'industrialisation, qu'il y a quasiment une dévalorisation des individus. Et ça, dans le film que j'ai amené là, sur les révolutions des paysans depuis les années 60, on le voit très très bien, comment le monde rural, alors que dans les années 50, c'était la mamelle, hein, la principale, enfin les mamelles même de la reconstruction. Il fallait absolument que les paysans soient valorisés, qu'ils produisent pour nourrir tout le monde, et comment ils sont devenus petit à petit, avec les différentes réformes, comment ils sont devenus les parents pauvres et les assujettis aux grandes surfaces et aux grands marchés. Et pour les artistes comme pour les écoles d'art, on voit comment, à un moment donné, une certaine forme de libéralisme a créé une sorte de précarisation et de décommunauté. C'est-à-dire que les communautés sont très fragmentées, exactement comme en milieu rural. Alors peut-être que tu pourras en dire quelque chose, parce qu'il reste quand même des ressources communautaires très fortes en milieu rural, mais dans le milieu artistique, c'est très marginal. Donc il y a une sorte de porosité comme ça qui fait qu'on peut se sentir solidaire quelque part et se poser la question comment on reconstruit, comment on construit un autre monde, sur quelle base, et c'est un peu la base utopique mais positive, hein, pas du tout dans la rêverie, et sur le terrain, puisque nous on est là sur le terrain, on est mélangés et qu'on est en contact aussi avec vous, avec d'autres habitants, et qu'on essaie de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait nous arriver ensemble. Après, je pense qu'il y a aussi un ajustement de perspective à faire aujourd'hui du fait que, si on veut résumer les choses d'une manière assez brutale, je dirais que l'art est sorti de la société. Mais que c'est très particulier. Là. De la société. De la société. Ah oui, non, il est sorti. Non, mais il est sorti. Je veux dire, là, en sortant de l'atelier, il y retourne d'une certaine façon. Enfin, il pourrait. Mais
ça existe aucune, enfin il n'y a aucune civilisation où l'art, y compris la nôtre d'ailleurs, jusqu'à il y a relativement peu de temps, jusqu'à une centaine d'années, où l'art a été à ce point coupé des relations sociales et de la vie quotidienne. Je veux dire, c'est partout dans le monde, l'art et les arts ont été incarnés dans le détail de l'existence quotidienne. Maintenant, bon, on a une autre vision de l'art. Peut-être que cette vision de l'art autonome, on va dire, est une vision qui est aujourd'hui questionnée. Je ne pense pas qu'elle soit. Je pense qu'il y a des formes d'art qui sont ancrées socialement et qui s'autonomisent ou qui s'indépendantisent plus exactement au fur et à mesure, comme tel tabouret baoulé, par exemple. Il a une espèce de cohérence formelle qui fait qu'il n'est pas réductible à sa fonction. Et qui fait qu'il est dans un musée, ou qui fait qu'il est dans une collection, et qui fait aussi que d'ailleurs les usagers l'aimaient plus que d'autres et allaient passer commande à cet artiste-là et pas à tel autre. Donc l'art, c'est pas quelque chose qui se fait en groupe. Donc il y avait des sculpteurs, il y a des sculpteurs aujourd'hui, des aborigènes, des baoulés, des bamileke, ou ce que vous voudrez, qui continuent à avoir un talent par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Donc voilà. Mais je pense que le fait que l'art soit socialement intégré n'implique pas qu'il soit réductible à ses conditions de production, à son utilité, d'une part, et puis n'implique pas non plus que ce soit pas de l'art. Voilà. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, on est à un tournant au sens où on aurait peut-être une tendance à revenir à la normale. Moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que l'art... le problème, c'est pas que l'art soit dans les musées, le problème, c'est qu'il y ait des zones énormes de la vie moderne où il n'y a pas d'art du tout, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de formellement cohérent, il n'y a pas de recherche esthétique, les gens n'apprennent rien, ils ne voient rien, ils s'entourent de choses terribles, ils n'ont pas d'attente, ils n'ont pas d'exigence au niveau esthétique, et ça, c'est de la déculturation, c'est de la destruction culturelle, ça aussi. Donc je pense qu'on est peut-être aussi à un moment où on réfléchit à refaire le lien finalement à remettre l'art d'où il n'aurait jamais dû partir, tout simplement. Et parce que vous pensiez qu'avant il y avait de l'art partout? Ah bah bien sûr. Il suffit de voir les maisons ici. Hein. Regardez comment elles sont intégrées, construites, comment elles parlent entre elles, comment elles sont regroupées. Tout est juste. Les matériaux, les formes, c'est juste, voilà, c'est de l'art, c'est de l'architecture. Alors quand on voit, non, je sais pas, les centres commerciaux à l'entrée des villes, non, là je vois pas l'art. Je peux pas. Alors peut-être que dans 2000 ans on trouvera ça très, j'en doute, hein, ça sera tombé. Je vois pas d'art là-dedans. Je vois pas qu'il y ait une recherche. Enfin, je veux dire, il y a de l'art, à un moment il y a une recherche un peu plastique, formelle. Mais s'il n'y a même pas une question là-dessus. Peut-être que sur les entrées de ville, sur ces zones-là, tu dis qu'effectivement il n'y a pas d'art, mais en même temps il y a une culture de masse qui est vraiment type de travailler. Pas des gens qui seraient complètement qui échapperaient d'une culture. C'est une culture qu'on leur donne. Oui. Peut-être pas la culture de la masse, la troisième que tu évoquais, mais bien la culture de masse qui est. Là, j'ai un problème avec ça. Oui, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'aime. Mais en même temps, voilà, c'est pas des gens qui seraient en dehors de la culture. C'est une culture qui leur est finalement délivrée tous les jours, peut-être en descendant dans le RER, on leur diffuse de la musique qu'ils n'ont pas choisie, ils ont des images, ils ont un ensemble de cheminements qui correspondent aussi quand même à un modèle qui est un modèle dominant et qui est aujourd'hui même la culture des masses médias et la culture de masse. Alors là-dessus, elle est englobante. Elle ne permet pas forcément l'individualisation ou le parcours comme tu dis tout à l'heure. Mais elle est là. Maintenant, oui, c'est sûr. C'est vrai, mais là aussi, je pense, à l'intérieur de ce qu'on appelle la culture de masse, il y a des produits, on va dire, ou des formes extrêmement diversifiées. Et on peut penser, je pense à un bouquin de Privet sur les musiques de masse,
toutes les musiques très très médiatisées qui, en particulier, lui, il a pas mal travaillé sur le rock et puis après sur le rap, où on peut y voir effectivement de l'extérieur des produits de la culture de masse, alors que en fait, ça ne devient un produit de la culture de masse que dans la mesure où c'est massivement distribué. Mais ça ne veut pas dire que dans sa facture, c'est destiné à conditionner les gens de telle manière qu'ils aient tous exactement la même réaction à partir du moment où ils sont excités de la même façon. En fait, je veux dire, ce qui était intéressant avec les cultures de masse, avec la propagande en particulier, quand je l'avais étudié en détail, c'est qu'on avait l'idée qu'on pouvait envoyer des stimuli qui allaient provoquer exactement la même réaction chez des gens, quels qu'ils soient. Alors plus, d'ailleurs, on arrivait à conditionner la réponse aux stimuli, et plus on est dans la propagande ou le conditionnement, si vous voulez. Et là, on peut se référer à des travaux de psychologues, d'ailleurs, qui datent du tout début du XXe siècle, comme John Watson, par exemple, qui est le père fondateur du behaviorisme, et qui travaille sur ces questions-là, ce qui a été d'ailleurs des lectures de chevet des ministères de la propagande nazie. Donc c'est intéressant. Et il se trouve que ce Watson, qui fait une espèce de syncrétisme entre différents courants de psychologie, dont Pavlov, le conditionnement, et la psychologie instinctive, et aussi l'inventeur de la publicité commerciale. Donc là, c'est intéressant parce qu'il travaille vraiment là-dessus. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel est le stimulus qu'il faut envoyer pour obtenir la réponse la plus uniforme possible. Donc il travaille sur l'uniformisation. Mais ce n'est pas du tout le cas des rappeurs, par exemple. C'est pas du tout le cas des joueurs de foot, même, je veux dire, ou d'un match de foot. C'est-à-dire que là, même si c'est... Je pense qu'on peut faire la différence, voilà, entre les choses qui sont massivement présentes parce qu'elles sont dupliquées à l'infini, et les objets qui sont provoqués qui sont faits pour provoquer des réactions uniformes, dans une masse infinie de gens. Et c'est pas les mêmes processus qui sont en jeu. Donc, après, ça peut coïncider, bien sûr. On peut essayer de faire naître des réactions uniformes pour, par exemple, vendre des produits en quantité la plus importante possible. Donc, on peut avoir une combinaison entre les deux processus, mais c'est pas forcé. Donc, c'est compliqué. Je crois que il y a quand même des formes qui relèvent pas de la culture. Enfin, j'aime bien l'expression de forme de vie qui vient de Wittgenstein et qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a des formes de mort aussi. Je veux dire qu'il y a des choses qu'on a dans la tête qui nous éliminent, quoi. Vraiment en tant qu'individu. Et du coup, est-ce que c'est encore la culture au sens que je disais? Non, je crois que d'une certaine façon, ça se discute. L'idée que tout est culturel, je ne sais pas. Bien sûr, c'est là aussi une histoire de définition des termes, mais... Oui, non, mais j'ai bien compris, oui. C'est qu'effectivement, il y a des... Après, il y a des... Enfin, je veux pas... Mais il y a quand même des tas de gens, des anthropologues de la contemporanéité, des sociologues qui disent qui observent que finalement, ce qui nous apparaît de loin comme culture de masse, c'est pas si massif que ça. Quand on commence à rentrer dans les détails, on se rend compte qu'en réalité, les gens font toutes sortes d'interprétations des contenus culturels et qu'ils les revitalisent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une reprise, au sens de Merleau-Ponty, c'est-à-dire une requalification dans une certaine mesure, ce qui fait que les objets ils évoluent très vite d'ailleurs, comme la langue. On peut penser qu'il existe une esthétique négative dans le sens où elle est faite pour gommer en quelque sorte toute approche esthétique subjective. Tu parlais de Watson, il a effectivement participé à la formation de certains publicitaires. À l'époque, c'était pour les réclames, on appelait ça des réclames. C'était Bébéco, première réclame radiophonique. Et puis après, il y a eu Colgate aux États-Unis qui a eu énormément de succès parce qu'ils avaient trouvé un système de logo. Et le même qu'a fait Colgate a inventé pour les marchés, les supermarchés, une musique qui est faite pour ne pas entendre, pour ne pas être entendue. Ces fonds sonores qu'on entend, au départ, lui, il a créé, il a payé des musiciens pour créer
des musiques voilà, qui disparaissaient en quelque sorte, hein, qui sont des formes négatives. Et souvent, on a l'impression qu'à la sortie, à l'entrée des villes, on a des architectures qu'on ne remarque pas, qui ne sont pas faites pour être remarquées. On remarque les logos, les formes de publicité. C'est la musique anti-émeute. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses comme ça qui sont faites pour gommer l'appréciation immédiate et nous diriger directement à l'intérieur de ventre, de consommation, de ventre politique comme ça. Par contre, je rebondis là-dessus en disant que nous on vit ici, on est un peu dehors du monde, mais sur le Périgord vert, on a quand même un pôle d'art sur Nontron qui est très riche, et je ne connais pas l'inventaire complet, mais le nombre d'artistes dans tout genre, hein, poterie, cuivre, ferronnerie et tout. On a quand même sur la Dordogne la route des métiers d'art, et on a vraiment un gros réservoir, et beaucoup de gens viennent se mettre au vert ici. C'est vrai que quand j'entends, nous, le problème du RER, à Tire-Château, on ne connaît pas, même à la Chapelle-Fauché, le problème des grandes villes, enfin, Périgueux, mais c'est rien, quoi. Pour nous, c'est pas choquant. Alors peut-être pour des gens qui... C'est vrai que, aussi en réfléchissant, c'est vrai qu'on se rend compte moi j'appelle ça une manipulation, peut-être pas culturelle ou financière, de concentrer tous ces supermarchés et tout, mais je crois qu'ici on a un énorme potentiel d'artistes. Pourquoi est-ce que les artistes viennent au Périgord vert ? Et spécialement au Périgord vert, on a sur le Nontronais, on a une manne énorme. Je ne connais pas, je pourrais retrouver les chiffres au niveau du pays de Périgord vert, c'est possible qu'il y ait des statistiques qui soient faites, mais Sophie Rollin pourrait plus, qui est la directrice du pôle d'art de Nontron, pourrait plus vous renseigner là-dessus, quoi. Mais moi je trouve que c'est... Et on a aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais entre Saint-Thierry-la-Perche et Nontron, au mois de novembre, ils organisent une exposition où vous pouvez aller choisir une œuvre qui vous plaît et vous la gardez 3 semaines ou 1 mois chez vous. Oui, c'est comme une marque. Voilà. Vous pouvez, enfin voilà, ici sur un secteur qui est quand même, pauvre, mais voilà, mais ça pauvre, j'entends, mais au niveau artistique, il y a des gens, c'est ça, et ça marche très bien. Hein. Quand tu dis secteur pauvre, tu veux dire quoi en fait ? Ça paraît pauvre, mais je crois qu'on a une grande richesse. Je vous la cache. Non, mais on a une grande richesse dans le sens déjà. C'est ça, voilà. On est tellement bien au milieu de ce cadre de verdure. C'est vrai qu'on a peu ou pas de nuisance. Nous, on a une nuisance chez nous, c'est les étourneaux qui viennent se mettre dans la haie. C'est la seule nuisance qu'on a. Dans la haie de Laurel, et les étourneaux font comme dans certaines villes. Ils arrivent, mais par nuit, on en a plus de 400-500 qui arrivent tous les soirs. Et ils dorment. Et le matin, c'est aussi pas les premiers qui se réveillent, mais ça réveille aussi nos autres. Mais enfin, personnellement, je préfère le bruit des oiseaux qui chantent le matin que d'entendre les poids lourds qui sont ou sur les gendarmes couchés ou au rond-point, quoi, ou au feu qui attendent, quoi. On a une toute autre hygiène de vie, et puis on est beaucoup moins tenté. On a beaucoup moins de tentation, quoi. On se contente de peu. Et je sais, c'est peut-être une richesse, mais qu'on ne montre pas. Mais qu'on ne se rend pas compte. Et voilà. Le nombre de clients que nous recevons qui nous disent, mais qu'est-ce que vous faites ? Comment réagissez-vous si vous allez boire un café ? J'allume ma machine à café, je veux une espresso, je me tire mon café, je bois mon café. Je n'ai pas besoin d'aller dans un restaurant, je le fais chez moi. Ou avec mes autres quand ils arrivent.
Mais voilà, c'est un côté où, Plus voilà, ouvert, plus ouvert. je crois. En ville, vous inviterez plus vite votre voisin parce qu'il n'y a de toute façon pas de bar. Vous inviterez votre voisin chez vous. Mais. Il n'y en a jamais eu ici. Ah, Si, il y en a eu deux à trois même. Et deux très longtemps. Deux très longtemps. Le dernier a fermé en 2008. Voilà, je pourrais faire un projet ça. Bien sûr. Sinon, on a tout chez soi. On devait un peu le faire. Hein. Les gens en Provence, ils ont investi un petit village, et puis il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui travaillent avec Saint-Marcel, mais ils se font une obligation d'aller consommer au bar pour que le bar reste ouvert. Et donc c'est devenu, voilà, c'est comme une espèce de charte locale. On soutient le commerce local et donc on va boire un coup au moins une fois par semaine. On va à l'épicerie du coin au moins une fois par semaine, on va pas aux grandes surfaces. Il y a même des villes où les habitants... Ce n'est pas dans les mœurs périphériques. Non, de soutenir le commerce local. Si, mais d'aller au bar, non. Ah bon, alors comme ça. C'est vrai que c'est pas tellement dans les mœurs. Pourtant, Parce si que, vous en aviez deux ou trois. Non mais un jour, Il y a cette carte de côté, mais il y a peu de monde qui s'arrête au bar. un jour je rentrais de Nontron, derrière